pas prolongée et elle ne l'a pas été. Donc aujourd'hui, elle ne s'applique plus puisqu'elle ne concernait que les résolutions notifiées jusqu'au 15 septembre inclus. Pourtant, elle a encore des effets dans le temps aujourd'hui puisqu'on n'est pas à la fin de ces fameux 18 mois. Et donc, il y a pas mal de problématiques autour de cette ordonnance qui subsistent. Alors, on a essayé de résumer dans un schéma un petit peu le cheminement possible suite à l'émission d'un avoir pris sur la base de cette ordonnance 2020-315. On a deux grands schémas, évidemment. Donc, on part du principe que vous, le client, avez annulé entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus. Vous, professionnels, avez décidé du coup d'émettre un avoir pris en application de cette ordonnance. Donc, il y avait quand même un certain nombre de règles à respecter. Il fallait suivre certaines étapes. Donc, dans un délai de 30 jours, il fallait annoncer au client et lui indiquer qu'il bénéficiait d'un avoir. Et dans un délai de 3 mois à compter de la résolution, de la notification de la résolution, lui proposer une prestation de substitution. Donc là, deux cas de figure. Soit aucun nouveau contrat n'a été conclu pour l'instant, puisque le client il ne souhaite pas forcément accepter une prestation de substitution, il ne se projette pas, il n'y croit pas, donc il n'y a pas de nouveau contrat. À ce moment-là, il aura droit à un remboursement des sommes qu'il a versées à l'issue du délai de 18 mois à compter de l'offre de la nouvelle proposition. Donc ça, c'est ce que prévoit l'ordonnance. Mais on a aussi souvent la question par des professionnels au cabinet de qu'est-ce qu'on peut faire pour prolonger cet avoir. Parce que il n'arrive pas tout de suite à expiration, mais ça va venir vite. Et on a des professionnels qui nous contactent et qui nous disent, nous, les clients, ils sont OK pour prolonger l'avoir. Est-ce que c'est possible? A priori, oui. Ce n'est pas du tout prévu dans l'ordonnance, mais vous pouvez tout à fait essayer de la prolonger, mais pas l'imposer. C'est-à-dire que si le client est d'accord pour qu'on dise, allez, on reconclut un nouvel avoir pour prolonger un peu la durée, parce que, OK, on ne peut pas partir maintenant, mais peut-être que dans 1 an ou dans 18 mois, ce sera possible. Vous pouvez éventuellement essayer de reconduire vous-même cet avoir-là, mais il faut être vigilant et il faut rédiger un nouvel avoir avec certaines mentions importantes et on y reviendra. Donc ça, c'est la première option. Il n'y a pas eu de nouveau contrat. Si le client a accepté une prestation de substitution, alors il faut conclure un nouveau contrat. D'accord ? Ça, c'est l'ordonnance qui le dit. Elle parle bien de nouveau contrat. Donc, on conclut ce nouveau contrat. Mais la situation étant ce qu'elle est, aujourd'hui, il est possible, et ça arrive fréquemment, que le client annule à nouveau. Il se trouve contraint d'annuler parce qu'il ne peut toujours pas partir. Il a décalé de mars 2020 à mars 2021 et aujourd'hui, on se retrouve presque en mars 2021 avec beaucoup de destinations qui restent fermées, les frontières fermées. Donc, c'est un peu compliqué, le client annule. Et là, il faut voir pourquoi il annule. Soit il annule en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables qui surviennent sur le lieu de destination, on y reviendra aussi, auquel cas il a le droit normalement à un remboursement intégral. Soit il annule pour un autre motif et qui n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, auquel cas vous appliquez tout simplement le mécanisme prévu dans vos CGV. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à partir du moment où vous avez conclu un nouveau contrat avec le client, a priori, vous n'êtes plus protégé par le mécanisme de l'ordonnance. C'est quelque chose qui est discutable. On peut entendre parfois, non, on attendra quand même les 18 mois pour rembourser, parce que sinon, vous devez rembourser sous 14 jours, c'est le Code du tourisme qui le dit. Mais a priori, dès lors qu'il y a un nouveau contrat, on revient dans les règles de droit commun, c'est-à-dire hors ordonnance. Donc, toujours garder le réflexe de regarder ce qui est prévu, évidemment, dans les CGV. Je vois qu'on a dans la conversation. Si vous avez des petites questions, on ne l'a peut-être pas précisé au début, n'hésitez pas à les inscrire dans la conversation et puis j'y reviendrai à la fin. Comme ça, on les prendra tout ensemble. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis à nouveau, les annulations qui interviennent depuis le 16 septembre 2020 ne tombent plus sous le régime de l'ordonnance, donc plus possible d'imposer un avoir. Donc, en théorie, s'il n'y a pas de nouveau contrat qui est conclu dans ce délai, il va falloir rembourser les sommes dans un délai de 14 jours, passé le délai de 18 mois. Les questions fréquentes qu'on reçoit, est-ce que je peux quand même imposer un avoir? Non, parce que l'ordonnance ne s'applique plus. Est-ce que je peux proposer un avoir?
Oui, vous pouvez toujours proposer un avoir. Proposer un avoir, ça veut dire que c'est toujours le client consommateur qui finalement va décider si oui ou non il l'accepte. Donc, vous avez tout à fait le droit de trouver un accord avec le client, même si ce n'est pas dans vos CGV. Donc, vous pouvez proposer un avoir, vous ne pouvez pas l'imposer. Et en revanche, si le client accepte, pensez à bien le formaliser par écrit. Formaliser un avoir en bonne et due forme qui reprend tout le contexte. Comme ça, vous n'avez pas de difficulté dans l'application de cet avoir à terme. On ne pourra rien vous reprocher. Est-ce que si le client refuse l'avoir, je dois nécessairement le rembourser s'il annule sa réservation? Là, on revient au droit commun, c'est-à-dire qu'on regarde s'il annule en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables ou pas. S'il annule en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, il faudra le rembourser. Sinon, on peut lui appliquer les retenues qui sont prévues dans les CGV. Alors, si vous décidez d'émettre un nouvel avoir à compter du 16 septembre 2020, donc admettons qu'aujourd'hui, un client annule un voyage qui était prévu la semaine prochaine, c'est possible, vous ne pouvez pas l'imposer, mais vous pouvez vous mettre d'accord sur un avoir. À ce moment-là, pas de problème, il faut qu'il se soit négocié. Il faut que l'avoir proposé soit sur une période raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut que le client puisse l'utiliser. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter aujourd'hui quand même à moins de 6 mois, 1 an. Il ne faut pas non plus en avoir trop long parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que vous empêchez le client d'obtenir un remboursement. Donc, peut-être prévoir 12, 18 mois et un remboursement à l'issue de ces 12 ou 18 mois, ça semble raisonnable. Pourquoi? Parce que, à nouveau, on ne peut pas faire un avoir sur 2 mois parce qu'on ne sait pas du tout ce à quoi on va être confronté en si peu de temps. Mais pas sur une période trop longue non plus, parce qu'un avoir sur 3 ans, ça viendrait priver quand même effectivement le client consommateur, surtout d'un droit au remboursement dont il bénéficie au titre du Code du tourisme. Donc, prévoir une période raisonnable. Toujours recueillir l'acceptation par écrit du client. Donc, vraiment, on signe un document et on formalise cet avoir par écrit, en double exemplaire, un pour le client, un pour vous. Après, vous pouvez avoir des modalités de signature électronique, peu importe, mais il faut quand même recueillir l'acceptation par écrit du client. Et plus vous avez un document formalisé, mieux c'est pour vous. Et si le client, on en parlait tout à l'heure, accepte de prolonger un avoir non utilisé, donc un avoir qui aurait été pris sous l'ordonnance, à ce moment-là, il faut conclure un nouvel avoir dans lequel on précise, par exemple dans le préambule, le contexte dans lequel on émet ce nouvel avoir, le souhait des clients de prolonger un avoir déjà existant, les nouvelles dates pour lesquelles il est valable, etc. On vous a mis ici un petit exemple de rédaction préambule ou de texte. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, un avoir a été émis à telle date, donc admettons, je ne sais pas moi, le 1er avril 2020, par votre société, au profit de Monsieur Y, en application de l'ordonnance 2020-315. Aucun nouveau contrat n'a été conclu dans le délai de 18 mois prévu par l'ordonnance, mais Monsieur Y souhaite prolonger la durée de validité de son avoir pour une période de, par exemple, 12 mois. C'est dans ce contexte que les parties sont rapprochées pour conclure un nouvel avoir d'un montant de X euros. Et là, vous reprendrez le même montant, c'est-à-dire le montant des sommes déjà versées par le client à l'époque, pour une durée de 12 mois à compter de, et là, vous prévoyez la date. Donc, par exemple, vous pouvez prévoir la date à laquelle la première période de 18 mois expire. L'idée vraiment ici à retenir, c'est qu'il faut formaliser tout ça. Peu importe, on est dans des situations qui sont assez nouvelles. Donc, la prolongation de l'avoir pris sous l'ordonnance n'est pas prévue par l'ordonnance en question. L'ordonnance n'a pas été renouvelée, mais rien ne vous empêche, si le client est d'accord, de prévoir un nouvel avoir, mais par contre, le formaliser absolument. Je me répète, mais c'est très important. Si le client refuse, du coup, un avoir, comment je gère mes annulations? Après, si vous avez d'autres questions sur les avoirs, on va y revenir, mais tout ça, finalement, c'est que de la gestion d'annulation. Le principe, c'est que les conditions d'annulation, elles sont prévues par l'échéancier de retenue dans les conditions générales de vente, ce qui vous laisse, à vous, professionnels, la possibilité de retenir une partie des sommes versées en cas d'annulation tardive, par exemple, du client. L'exception, c'est le remboursement intégral, sans dédommagement supplémentaire, du client quand le client annule en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables à destination ou à proximité immédiate de la destination qui empêche la bonne exécution du contrat. Donc, pour ceux qui n'auraient pas
eu l'occasion de revoir leur CGV ou qui ne sont pas sûrs d'être complètement à jour. Voilà à quoi ressemble un barème d'annulation dans des CGV. Il faut absolument en prévoir un. J'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, mais c'est le moment de vérifier que tout est conforme. Il faut prévoir donc un échéancier soit aux frais réels, soit un barème comme celui-ci, que vous allez adapter en fonction de votre activité. Si vous vendez que des prestations sèches, services touristiques, ou si vous vendez des forfaits de 14 jours, par exemple, c'est pas exactement la même chose. Donc, vous pouvez tout à fait prévoir un échéancier d'annulation qui va varier en fonction du type de la prestation, en fonction de la durée du séjour. À vous d'essayer de trouver un échéancier qui soit juste et proportionné. Il ne faut pas que ce soit disproportionné et il faut que ce soit justifiable parce qu'il faut expliquer pourquoi l'annulation tardive du client vous cause finalement un préjudice qui nécessite une retenue, si jamais on venait à vous le demander, soit en cas de contrôle, soit par le client. Donc là, on a mis un exemple, mais ça peut être complètement autre chose. Vous êtes assez libre dans la rédaction de cet échéancier-là, où on a une annulation, par exemple, plus de 30 jours avant le début du séjour, avec une retenue de 30% du montant total du séjour. Et en revanche, moins de 8 jours avant, c'est 100% du montant total du séjour qui est retenu. Dans vos CGV, n'indiquez jamais que le client ne peut pas annuler moins de 8 jours avant. Le client doit toujours avoir la possibilité d'annuler, mais moyennant une retenue. Il faut faire attention aussi à la sémantique. Vous n'avez pas le droit d'interdire. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a 100% de retenue sur la somme et le montant total du séjour que ça équivaut à une absence d'annulation. On peut annuler, mais par contre, il y a une retenue qui s'applique. Donc, vérifiez aussi la sémantique dans vos CGV. Attention aussi à être raisonnable parce que si c'est vous qui annulez professionnel et que vous annulez pour un motif autre que des circonstances exceptionnelles et inévitables, par exemple parce que votre prestataire annule ou vous êtes contraint d'annuler mais que ça ne rentre pas dans la catégorie de circonstances exceptionnelles et inévitables, vous allez 1. rembourser le client, 2. vous êtes tenu de lui verser une indemnisation complémentaire qui est minimum du montant prévu dans l'échéancier d'annulation si le client avait annulé à la même date. Donc, ça veut dire, en simplicité, ça veut dire remboursement plus, par exemple ici, si vous annulez moins de 8 jours avant le début du séjour, en plus du remboursement, 100% du montant total du séjour en indemnisation pour le client. Donc, si vous avez un échéancier très sévère vis-à-vis du client, attention à ce qu'il ne se retourne pas contre vous si vous êtes amené à annuler pour des raisons autres que des circonstances exceptionnelles et inévitables. Et c'est un petit peu une technique, je pense, du législateur pour être sûr que les professionnels insèrent dans leur CGV un échéancier raisonnable et proportionné. Le remboursement, je le disais, est obligatoire intégralement en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et lorsque ces circonstances ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou le transport des passagers vers le lieu de destination. Alors, on a plusieurs exemples, mais effectivement, quand par exemple les frontières à destination sont fermées, quand il y a un confinement national à destination, là, on est sur des circonstances exceptionnelles et inévitables. Il y a quand même de grands débats aujourd'hui encore, même entre les professionnels du droit, par exemple sur les motifs impérieux. Là, je donnais un webinaire la semaine dernière juste sur ce thème des motifs impérieux. Est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable ou pas? C'est discutable. C'est discutable pourquoi? Parce que, quelque part, on prend l'exemple de la Guadeloupe. Si vous aviez des clients qui étaient censés se rendre en Guadeloupe et qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas de motif impérieux, évidemment, le tourisme n'en fait pas partie, ils annulent. Bon, ils ne peuvent pas y aller, ça c'est évident. Pour autant, la destination reste ouverte. Les frontières ne sont pas fermées à destination, c'est possible d'y aller, simplement il faut justifier d'un motif impérieux. Les hébergements peuvent continuer à accueillir, il y a des activités qui peuvent continuer à se tenir aussi. Donc la destination, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc quelque part, si on a une interprétation restrictive et très stricte des textes du Code du tourisme, on pourrait dire, ok, certes, le client ne peut pas y aller, mais ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination ou à proximité immédiate de la destination.
C'est discutable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un juge qui, malheureusement pour les professionnels, est extrêmement favorable aux consommateurs, aux voyageurs, qui est la partie faible au contrat. Donc, à partir du moment où on est dans un rapport partie forte, partie faible, même si la notion de partie forte dans le contexte actuel pour les professionnels du tourisme, c'est quand même c'est beaucoup dire, mais bon, c'est comme ça que c'est considéré juridiquement. Vous avez un consommateur la plupart du temps en face de vous. C'est différent si vous avez vendu à des professionnels. Mais le juge est très favorable aux voyageurs, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une interprétation un petit peu plus large du texte. Et à ce moment-là, un juge pourrait tout à fait dire, bah, après tout, ce sont les préfets qui ont pris cette décision de motifs impérieux, d'instaurer des motifs impérieux pour pouvoir se rendre en Guadeloupe. Admettons, et de la septaine à l'arrivée. Donc, la décision, elle a été prise sur le lieu de la destination. Donc, finalement, c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination. Par exemple, donc on peut toujours imaginer des arguments qui seraient mis en avant par les consommateurs voyageurs, par vos clients, pour justifier qu'on est sur des circonstances exceptionnelles et inévitables. Donc, attention quand même, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment utiliser une interprétation très, très rigoureuse du texte et dire « Ah bah non, non, pas de remboursement parce que pas de circonstances exceptionnelles et inévitables », à ce moment-là, en cas de contentieux, vous risquez quand même de vous faire un peu retoquer. Donc, il faut vraiment éviter le contentieux, privilégier le dialogue parce qu'on sait que le juge est favorable au consommateur. Je vois qu'il y a une question, je vais peut-être les prendre maintenant, il y en a deux. La date des 18 mois est-elle à partir de la date de départ du client? Alors là, on est, je pense, sur l'ordonnance 2020-315, une question de Corinne. Alors, la date des 18 mois, elle est à partir du moment où vous avez la notification de la résolution. Dans un délai de 3 mois, vous devez formuler une nouvelle proposition et cette proposition est valable 18 mois. Voilà, donc on peut quand même décaler ce délai un petit peu, puisque l'ordonnance, je l'ai encore relue ce matin, elle dit bien que c'est à partir du moment où il y a la proposition de nouveaux séjours ou de nouvelles prestations. Et on a ensuite Serge qui nous demande qu'est-ce que l'on doit comprendre par destination ou à proximité. C'est une très bonne question, parce que ce n'est pas défini. Donc, la destination, bon, c'est vraiment le lieu d'arrivée du séjour de votre client. Donc, admettons qu'il se rende en Guadeloupe. Qu'est-ce que ça veut dire à proximité? Et ça, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse parce que nous n'avons pas à ce jour de décision de jurisprudence qui viendrait nous éclairer. Donc, est-ce que c'est dans les villes d'à côté? Est-ce que ça peut être le pays à côté? Est-ce que, par exemple, si on part en Europe, ou c'est un voyage en Italie, ce qui se passe en France, on considère que c'est à proximité, on ne sait pas. C'est vraiment de l'interprétation au cas par cas. Il faut regarder si finalement, à proximité immédiate, on a quand même l'impression qu'il faut que ce soit très proche, donc peut-être une ville proche. À la base, c'est quand même une définition qui n'est pas du tout pensée pour ce genre de situation de pandémie. C'est plutôt pour des catastrophes naturelles, par exemple. Donc, si on a, je ne sais pas moi, toute une région qui a été ravagée par une tempête, mais que ce n'est pas forcément spécifique à la ville ou que c'est un petit peu à côté, peut-être qu'on peut dire, on sait que la tempête va se déplacer et donc potentiellement sur le lieu de destination à proximité immédiate, ça va avoir des conséquences sur le séjour. Enfin, voilà, on a des exemples comme ça, mais on n'a pas de définition sur ce que c'est que la proximité immédiate du lieu de destination. Donc, il faut faire au cas par cas. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, on a des mesures à peu près similaires, alors pas partout, parce qu'il y avait toujours certaines destinations qui restaient plus ouvertes que d'autres. Là, il faut regarder si vraiment il y a un élément, quel qu'il soit, qui, proche de la destination, même si ce n'est pas à la destination même, va venir influencer l'exécution du contrat. En cas de pandémie, il faut voir ce que ça pourrait être. Là, je n'ai pas d'exemple particulier. Je vois qu'on a... Hop, je réouvre la conversation.
souvent au bout des 3 mois, pas de proposition faite car ça n'avait pas de sens. Donc dans ce cas, c'est 18 mois à partir de l'annulation au max. Question d'Éric. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez émis un avoir, il n'y a pas forcément de proposition viable à faire à votre client. En tout cas, ce n'était pas possible dans le délai de 3 mois. Alors là, ça nous pose un autre problème juridiquement parce que l'ordonnance, pour qu'elle s'applique, il faut respecter quand même un certain nombre d'étapes. Ces étapes, je vous les ai listées tout à l'heure, c'était l'émission de l'avoir dans un délai d'1 mois et la proposition dans un délai de 3 mois à compter de l'annulation d'une nouvelle prestation ou d'un nouveau séjour. Quand ça n'a pas été fait, on a plusieurs lectures possibles. Première lecture, c'est de dire que du coup, l'ordonnance ne devrait pas jouer, mais c'est une lecture extrêmement sévère. Deuxième lecture, c'est de dire à ce moment-là, oui, il faut compter que les 18 mois, ils vont commencer à courir à partir de l'annulation ou de l'émission de l'avoir au plus tard. Mais du coup, il faut essayer d'avoir une lecture plutôt favorable au client et donc faire démarrer le délai de 18 mois un peu plus tôt. Parce qu'effectivement, si on attend et qu'on n'a pas respecté le délai de 3 mois pour proposer quelque chose, on ne peut pas retarder le point de départ du délai de 18 mois plus de 3 mois. Ça, c'est pas possible. Parce que ça viendrait être trop préjudiciable au client qui, encore une fois, est la partie faible, consommateur. Donc je déconseille d'essayer de retarder ce délai. Je prendrai effectivement la notification de la résolution ou au plus tard l'émission de l'avoir qui doit être faite dans le délai d'1 mois, de 30 jours à compter de la résolution du contrat. Alors, donc les circonstances exceptionnelles et inévitables, c'est une notion qui s'apprécie au cas par cas. Hein. L'idée, c'est vraiment que ce sont des circonstances qui sont complètement indépendantes et hors de contrôle des parties, donc du client et du professionnel, mais surtout de la partie qui annule, donc en l'occurrence le client. C'est vrai qu'on essaye au cas par cas de regarder un certain nombre d'éléments. Donc, pourquoi le client il annule? Est-ce que vraiment c'est exceptionnel et inévitable? Est-ce que c'est bien une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination aussi? Puisque quand le client annule, il faut que ce soit à destination ou à proximité immédiate de la destination. Et dans les éléments qu'on aime bien prendre en compte aussi pour voir si c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable, c'est un peu de voir est-ce que finalement, à la date de signature du contrat, le client, il pouvait, oui ou non, imaginer, on savait déjà que ça allait se passer comme ça, quoi. Ça fait partie des éléments. Mais en réalité, les juges ont tendance à dire que c'est vraiment au moment du départ qu'on regarde s'il y a une circonstance exceptionnelle et inévitable. Et même si, est-ce que ça pouvait être prévu, pas prévu, ça rentre quand même en ligne de compte, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, ça fait 1 an qu'il y a le Covid, vous pouviez savoir, c'est plus exceptionnel du tout. On a des mesures nouvelles toutes les 2 semaines, vous auriez dû anticiper, donc je vous rembourse pas et j'opère des retenues sur les sommes versées. Souvent, on entend ça. J'ai beaucoup de clients qui nous disent, c'est plus vraiment exceptionnel tout ça. Ça fait 1 an que ça dure maintenant. Donc, c'est une question d'interprétation. Est-ce que, par exemple, l'instauration de motifs impérieux, c'est une mesure exceptionnelle et inévitable pour le client? Encore une fois, il faut bien se rappeler qu'on a des juridictions très favorables aux consommateurs et donc le caractère exceptionnel, à mon avis, perdure aujourd'hui. Hein. Ça a beau faire 1 an, on ne sait jamais vraiment quel type de mesures vont être pondues et auxquelles on va être confronté. Alors, Eric nous demande, en ce moment, les Théo annulent jusqu'au 31 mars en gros. Ils font jouer les CEI à destination pour ça, en admettant que ça concerne des voyages sous ordonnance. Donc, en fait, vous avez les tours opérateurs qui annulent en indiquant qu'ils se fondent sur des circonstances exceptionnelles et inévitables à destination. Alors, 2 choses. Quand c'est le professionnel qui annule, pas besoin que ce soit une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination. Il suffit juste que ce soit une circonstance exceptionnelle et inévitable. Quand le client annule, il faut que ce soit fondé pour obtenir le remboursement sur la circonstance exceptionnelle et inévitable à destination. D'accord? Donc, le tour opérateur qui est professionnel, il pourrait annuler simplement en faisant jouer les CEI et pas besoin de préciser que c'est à destination. Donc, s'il y a des circonstances exceptionnelles et inévitables, même en France, qui empêche l'exécution du contrat ou le départ des voyageurs, il peut annuler, le professionnel a le droit d'annuler sans indemnisation complémentaire le client.
Il faut voir au cas par cas pourquoi les tours opérateurs annulent. C'est-à-dire que ça dépend des destinations, ça dépend des restrictions. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a quand même les motifs impérieux, les fermetures de frontières pour quand même un certain nombre de destinations. Et donc, du coup, en toute logique, le client, il a le droit à un remboursement, mais il n'a pas le droit à une indemnisation complémentaire. Aujourd'hui, les motifs impérieux, le décret qui est venu instaurer ces motifs impérieux pour pouvoir voyager, il n'a pas de date butoir. On ne sait pas jusque quand on va avoir besoin de ces motifs impérieux pour pouvoir sortir du territoire. Donc, 31 mars, a priori, c'est fort possible qu'on soit toujours contraint par ces mesures-là. Après, on peut toujours leur répondre que c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt pour... voilà, c'est dans plus d'un mois, le 31 mars. Peut-être que d'ici là, ce sera une mesure qui sera levée. Auquel cas, ça aurait été une annulation pour rien et pas pour circonstances exceptionnelles et inévitables. Donc, du coup, il faut aussi voir vis-à-vis de vos clients. Est-ce que vos clients, eux, veulent maintenir ou est-ce que ça les arrange d'annuler, que le professionnel annule et d'être remboursé? Tout ça, c'est très discutable. Après, 31 mars, c'est quand même pas si loin que ça. Et raisonnablement, on peut envisager qu'effectivement, on sera toujours dans la même situation. En tout cas, c'est ce qui est prévu et c'est ce qui se dit plutôt dans le milieu, un peu en off. Et donc, ça semble plutôt cohérent. Après, il faut aussi leur rétorquer que c'est un petit peu tôt et que les circonstances exceptionnelles et inévitables, elles s'apprécient au moment du départ et pas un mois et demi avant pour éviter d'annuler. Voilà. Mais ça, c'est sûr que c'est des négociations aussi entre co-contractants. Il faut essayer de se mettre d'accord, quoi, parce que sinon, ça va vous mettre en difficulté. Donc voilà pour les circonstances exceptionnelles et inévitables. Donc en fait, si on résume, avant de passer très rapidement sur ça, c'était juste un petit rappel sur l'obligation précontractuelle d'information. Si on résume, en cas d'annulation, qu'est-ce qui se passe? Première chose, essayez de proposer un avoir. Vous ne pouvez plus l'imposer, encore une fois, mais vous pouvez le proposer. Si le client il est d'accord, le formaliser par écrit. S'il n'y a pas de possibilité de conclure un nouvel avoir ou un avoir tout court avec le client parce qu'il ne souhaite pas conclure d'avoir ou de report et qu'il veut être remboursé, à ce moment-là, ne pas hésiter à vraiment analyser au cas par cas pourquoi le client annule. Est-ce qu'on est vraiment sur une CEI, circonstance exceptionnelle inévitable, survenant à destination à proximité immédiate de celle-ci, hein. Et donc, là, il y a des débats, notamment sur les motifs impérieux. Si la destination, elle est ouverte, si finalement les hébergements sont ouverts, les activités peuvent avoir lieu, et que vous, professionnels, vous pouvez tenir vos engagements, est-ce que vraiment on est sur une circonstance exceptionnelle inévitable à destination? C'est discutable, mais gardez quand même en tête que le juge est très pro-consommateur et très pro-voyageur. Donc, je pense que voilà, si on porte un litige de la sorte devant les tribunaux, il est quand même fort probable, même si on n'a pas de décision à ce stade, qu'un juge considère que le client ne pouvant pas voyager, n'ayant pas le droit de voyager, hein, il n'aura simplement pas son attestation avec son motif impérieux et son justificatif, il ne pourra pas s'y rendre, considérera que c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination. C'est possible. Si vous arrivez à déterminer que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination, vous appliquez les retenues qui sont prévues dans vos CGV. Sinon, c'est un remboursement sous quatorzaine. Et si c'est une annulation qui fait suite à un nouveau contrat conclu suite à l'émission d'un premier avoir qui se fondait sur l'ordonnance 2020-315, là, encore une fois, c'est discutable. Soit vous pouvez tenter, mais ça va être délicat de dire au client qu'il faut qu'il attende le délai de 18 mois initialement prévu pour obtenir le remboursement. Mais juridiquement, ce qui est le plus cohérent et le plus correct, c'est de dire qu'à partir du moment où il y a un nouveau contrat qui a été conclu, si le client annule, on retombe sur le droit commun. Vous n'êtes plus protégé par l'ordonnance. Et donc, c'est soit remboursement sous 14 jours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, soit retenue prévue dans vos CGV si on est sur une annulation qui ne se fonde pas sur des CEI. Corinne qui nous dit « Les informations bougent souvent. Si un pays exige tel ou tel doc, doit-on écrire une formule sous réserve de… »
Alors, on vient justement à, merci Corinne pour cette transition, à l'obligation précontractuelle d'information. Je fais un bref rappel dessus parce que je sais que ça aussi, même si ce n'est plus trop le thème des avoirs, c'est plus tellement l'annulation, on est en amont là. Mais bon, après tout, mieux vaut prévenir le plus possible. L'agent de voyage est soumis à une obligation précontractuelle d'information qui est générale et extrêmement étendue. Et vous avez l'obligation d'informer par écrit sur un support durable préalablement à la conclusion du contrat, notamment des formalités administratives à accomplir par le client en cas de franchissement de frontières et des formalités sanitaires du pays de destination. Donc, plusieurs choses ici. Le support durable. Le support durable, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est un support auquel le client va pouvoir se référer dans le temps, avec toutes les informations dessus. Donc, pourquoi je fais un petit rappel là-dessus? Parce que très souvent, ces informations-là sont dans vos CGV. Donc, si vous en avez, c'est très bien. Mais très souvent, elles sont simplement consultables sur le site Internet. Et je sais que c'est une pratique courante, mais c'est une pratique qui n'est pas totalement conforme et qui est insuffisante. C'est bien d'avoir des CGV, c'est bien de les faire accepter aussi par le client qui va cocher une petite case, mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas un support durable. Si vous mettez les CGV sur votre site Internet, vous pouvez les changer quand vous voulez. Ce qui fait qu'un client qui a réservé, admettons, en décembre 2020, qui a pris connaissance des CGV sur votre site Internet, mais qui aujourd'hui annule et veut se référer au CGV, s'il retourne sur le site et que vous avez modifié vos CGV entre-temps, ce qui est tout à fait possible, vous avez le droit de les modifier, à ce moment-là, il ne va plus avoir accès aux CGV qu'il a acceptés à l'époque et qui lui étaient opposables et qui lui sont opposables aujourd'hui. Donc, l'obligation au terme du code du tourisme et aussi du code de la consommation, c'est de transmettre ces informations par écrit sur un support durable. Ça peut être un PDF, ça peut être un mail, ça peut être évidemment un support papier, si vous faites des ventes en agence dites au comptoir, par exemple. Ça peut éventuellement, et ça c'est vraiment le minimum à mon avis, parce que ça reste discutable, être la possibilité de télécharger les CGV avant de les accepter. C'est-à-dire qu'à minima, vous lui donnez la possibilité de les conserver sur son ordinateur. Donc ça, c'est déjà ça. Mais n'oubliez pas que voilà, vous devez le faire sur un support durable. Donc, vous devez informer des formalités administratives à accomplir par le client et des formalités sanitaires. Et effectivement, ça bouge tout le temps en ce moment. C'est complètement inédit. Ça bougeait déjà avant, mais sans commune mesure, ça c'est certain. Donc, ce qu'il faut, c'est, nous, ce qu'on conseille, c'est quand même renvoyer vers les sites officiels et inviter le client à aller consulter le site officiel. Donc, vous pouvez lui fournir le lien, par exemple, de la destination. Vous voyez, par exemple, je prends mon exemple de la Guadeloupe. Je suis sur la Guadeloupe là en ce moment. Il y a quand même une page dédiée Guadeloupe, une page officielle du gouvernement sur les modalités pour se rendre en Guadeloupe, les prérequis, les formalités sanitaires, les motifs impérieux, l'attestation à télécharger, etc. Donc en fait, essayez peut-être de renvoyer vers des sources officielles quand c'est possible pour que le client puisse être informé en temps réel. Alors, vous allez évidemment l'informer, vous, des mesures au moment où il va conclure son contrat. L'idéal, c'est de continuer à le tenir informé régulièrement, mais effectivement, on se doute que c'est quand même très contraignant et pas forcément évident. Mais je vous invite quand même à mettre dans vos CGV ou même par mail, enfin voilà, sur un support durable, les formalités administratives à accomplir et les formalités sanitaires en renvoyant vers un site officiel si possible. Attention toutefois, parce que si le site officiel il est dans une langue que le client ne comprend pas, on ne sera pas bien avancé. Donc oui, il faut quand même mettre une sous toute réserve. Il faut indiquer aussi aux clients que les conditions sanitaires et les formalités sanitaires administratives sont amenées à évoluer très rapidement. Donc, inviter le client à se tenir informé très régulièrement. Voilà, il faut essayer d'être le plus transparent possible. Donc, la formule, Corinne, sous réserve de oui. Moi, je mettrais, c'est-à-dire que l'idéal pour moi aujourd'hui, c'est lui indiquer les formalités au jour de la conclusion du contrat, lui indiquer qu'attention, ces formalités-là peuvent changer à tout moment parce qu'en ce moment, c'est mouvant et que du coup, il faut qu'il se maintienne informé et lui proposer, quand c'est possible, des sites, par exemple,
ou lui donner des contacts officiels ou se renseigner en temps utile et régulièrement. Comme ça, vous le guidez aussi dans sa recherche d'informations. Et là, quand même, on peut dire que déjà, vous avez bien rempli votre obligation précontractuelle d'information. Évidemment que l'idéal de l'idéal, ce serait de pouvoir le tenir informé en temps utile et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, de cette nouveauté, par exemple par l'envoi d'un mail. Mais j'entends que c'est contraignant et difficile à faire pour toutes les destinations. Donc, à minima, peut-être proposer. Voilà, moi, je vous propose ces trois éléments-là, quoi. Au moment de la souscription du contrat, l'inviter à s'informer régulièrement et lui donner les ressources pour le faire. Ça veut dire qu'il faut, nous demande Eric, faire un screenshot du site du MAE au moment du contrat. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, pourquoi? Parce qu'en cas de litige, si jamais on vous reproche d'avoir mal informé le client, vous pourrez toujours justifier qu'au moment de la souscription du contrat, voilà les informations qui étaient à votre disposition. Vous ne pouvez pas, évidemment, anticiper ce qui va se faire par la suite. Vous n'êtes pas devin et personne ne l'est ici. Et ça change tellement vite que c'est évidemment pas possible de prévoir la direction que ça va prendre. Donc, un screenshot du MAE au moment du contrat, pourquoi pas, du site, parce qu'en cas de litige, vous pourrez démontrer que vous avez donné les informations à votre possession. Mais attention, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que vraiment, il faut inviter le client à se tenir informé régulièrement et à lui donner les ressources pour le faire. Hein. Si vous ne pouvez pas le faire, vous. Parce que trop contraignant et parce que, voilà, pour une raison ou une autre, c'est trop délicat pour vous. Donc voilà, voilà pour l'obligation précontractuelle d'information. Un petit rappel s'imposait, notamment sur la notion de support durable, je pense, parce qu'effectivement, je sais que ça vous met professionnels pas mal en difficulté. Et finalement, c'est tout pour la présentation parce que l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà, comment gérer vos annulations, comment gérer la situation. Je suis là pour répondre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce qui vient de se dire ou sur autre chose. Si je peux répondre, je répondrai volontiers. Alors, hop, j'ouvre la discussion. Mais pour revenir sur l'avoir, qui est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça reste quand même évidemment la solution à privilégier au maximum, mais rappelez-vous bien que ce n'est pas possible de l'imposer, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ils les ont déjà tous posés. Bah oui, hein, au fur et à mesure. J'attends quand même un petit peu, si jamais il y a quelque chose qui... Ah, on est bien d'accord que les fournisseurs, compagnies aériennes par exemple, doivent appliquer cela. Cela quoi, Corinne? Parce qu'en fait, les compagnies aériennes et vos fournisseurs ne sont pas tous régis par le Code du tourisme, ni par l'ordonnance d'ailleurs. Le sujet qui gêne, c'est que l'ordonnance n'est que B2C. Alors, ça, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Est-ce que c'est une ordonnance qui s'applique en B2C ou en B2B? C'est une question qui est revenue pas mal, un peu moins dernièrement, mais qui a été un peu un sujet brûlant. Rien n'est... Alors, ce n'est pas précisé dans l'ordonnance. Maintenant, on a cette notion de client qui semble faire référence quand même aux clients consommateurs, mais tout ça, c'est sujet à interprétation. On n'a personne aujourd'hui, pas un seul juge qui a tranché sur cette question, de savoir si l'ordonnance était applicable en B2B ou uniquement en B2C. Mais c'est vrai qu'on comprend qu'à la base, elle est pensée pour protéger les professionnels et elle est d'ailleurs très critiquée par les associations de consommateurs parce qu'elle s'adresse en priorité aux consommateurs. Hein. Maintenant, ça fait débat. C'est un sujet vraiment très, très polémique et ce n'est pas expressément exclu non plus de l'ordonnance. Donc, c'est pas impossible qu'on ait un juge qui se prononce là-dessus dans les mois qui viennent parce qu'aujourd'hui, ça fait l'objet de différends. Alors, du coup, la gestion des avoirs, Corinne. Alors, la gestion des avoirs, oui, si vous voulez, oui et non. Vos prestataires, fournisseurs, encore une fois, eux ne sont pas soumis au Code du tourisme pour la plupart, parce que le Code du tourisme, en tout cas dans sa partie contractuelle,
et gestion des contrats, donc notamment les annulations, remboursements, il est applicable uniquement à la vente de forfaits et à la vente de services de voyage, services touristiques qui ne sont pas réalisés par le professionnel qui les vend, donc non autoproduits. Et il y a aussi des exclusions, notamment pour la délivrance de titres de transport aérien en vente sèche. Donc du coup, ils ne sont pas régis par les mêmes textes que vous, agent de voyage, par exemple, hein. Vos fournisseurs et prestataires. Et c'est là où ça devient compliqué, cette gestion des avoirs et cette gestion des annulations. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des contrats fournisseurs et des contrats prestataires. Nous, souvent, on intervient dans la relecture et dans la réalisation des CGV des professionnels agents de voyage, mais aussi on fait une révision des contrats. Alors après, je sais bien que les compagnies aériennes, elles vous imposent quand même plutôt leurs conditions que l'inverse, pour qu'il y ait finalement un parallélisme entre vos obligations et les obligations de vos prestataires, partenaires, fournisseurs. Parce que sinon, finalement, c'est sur vous que le risque pèse et c'est vous qui allez porter la charge des dispositions du Code du tourisme qui sont favorables à vos clients, alors même que vos prestataires vont vous imposer aux fournisseurs des conditions différentes extrêmement défavorables. En revanche, sur l'ordonnance, quiconque l'applique est tenu des dispositions de l'ordonnance. Après, la question de savoir si cette ordonnance elle est applicable aux compagnies aériennes, là aussi, c'est tout à fait discutable. D'autant qu'il y a un règlement 261/2004 qui prévoit que si le voyage il est annulé, enfin si le vol est annulé, la compagnie doit rembourser. Donc, il faut regarder vos contrats, vraiment les repasser à la loupe. Je sais que c'est un peu facile à dire pour moi, juriste, mais c'est un moment où, bon, un peu sans précédent, hein, cette crise Covid pour l'industrie, et c'est peut-être aussi un petit peu l'opportunité de revoir vos contrats, vous poser et vous demander si finalement il n'y a pas parfois une disproportion ou en tout cas une absence de parallélisme entre vos obligations vis-à-vis de vos clients et les obligations de vos prestataires et de vos fournisseurs vis-à-vis de vous. Parce que l'idée, c'est que tout ce poids des obligations du Code du tourisme ne repose pas que sur vous. Et donc pour ça, il faut vraiment essayer de faire en sorte que, par exemple, s'il y a une indemnisation supplémentaire qui est due au client, ce ne soit pas vous, mais ce soit le prestataire. En tout cas, vous puissiez récupérer toutes les sommes. Parce que entre professionnels, le Code du tourisme ne s'applique pas. Hein. De la même manière que la notion de circonstance exceptionnelle est inévitable, normalement, elle ne s'applique pas entre professionnels. Elle s'applique que quand on applique le Code du tourisme, donc entre un professionnel et un voyageur. Entre professionnels, on est sur la force majeure. C'est encore une autre notion. Donc, on pourra peut-être faire un autre webinaire où on vous expliquera un petit peu la différence justement de régime entre professionnels et entre vous et vos clients. Mais c'est pour ça que c'est important dans vos contrats de regarder si tout ça est bien cohérent. C'est-à-dire à la fois toutes les relations vis-à-vis des clients et les relations vis-à-vis des fournisseurs. Alors, mais sur la gestion des avoirs de l'ordonnance, c'est l'ordonnance qui s'applique, donc c'est les mêmes règles. Hein. Alors, les assurances, annulations, rapatriement, etc., qui sont souvent incluses dans le prix du forfait, doivent-elles être remboursées? Alors, la question des assurances, il faut voir quel type d'assurance c'est. Le client, il a un droit de rétractation généralement de 14 jours quand il conclut le contrat. Donc, s'il est dans ces 14 jours-là, il peut éventuellement exercer son droit de rétractation. Et ensuite, sur le remboursement des assurances, c'est un sujet un peu délicat. Pourquoi? Parce que le client, en théorie, lui, d'après le Code du tourisme, il doit être remboursé de la totalité des sommes versées. Donc, si on prend au mot la totalité, si vous, dans votre contrat, il y avait une assurance annulation qui était incluse dedans, a priori, un remboursement total des sommes, ça inclut l'assurance annulation. Maintenant, ça n'a pas énormément de sens s'il peut faire jouer l'assurance annulation, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'en droit français, on ne peut pas avoir de double indemnisation. Hein. Donc, si son assurance annulation, elle peut jouer, vous voyez, elle est mobilisée et mobilisable, cette assurance. Donc, elle joue et en soi, il n'y a pas tellement de raison de le rembourser, puisqu'elle est là précisément pour ça. L'assurance annulation, elle est là pour protéger le client en cas d'annulation et lui permettre d'être remboursé. Donc, a priori, il faut regarder si elle joue, parce que je sais que toutes les assurances ne jouent pas contre le risque pandémique et parfois c'est même exclu. Mais
Bon, ça se discute parce que, encore une fois, le Code du tourisme, l'article L211-14, il nous dit bien un remboursement total des sommes versées, mais on peut peut-être essayer de considérer que l'assurance, c'est une prestation à part et qu'on n'est pas sur vraiment le contrat qui concerne le séjour et les prestations. C'est plutôt une prestation à part qui, justement, a vocation à se prémunir contre les risques d'annulation. Donc, mais la lecture stricte, c'est que tout doit être remboursé. Cécile nous demande que faire si l'ordonnance nous a été imposée par les DMC après le 15 septembre. Oula, contester. Contester parce que là, si vous voulez, non seulement, bon, il y a débat sur le fait de savoir si l'ordonnance s'applique entre professionnels, donc ça c'est une chose, et encore une fois, ça n'a pas été tranché. En revanche, le fait qu'elle ne s'applique plus après le 15 septembre, ça c'est une certitude, il n'y a pas de débat. Donc, il faut faire un joli courrier en expliquant qu'il y a dû avoir erreur parce que si on reprend les termes de l'ordonnance, et vous pouvez la citer, elle ne s'applique plus et elle n'a pas été reconduite. Donc, il faut faire part de votre stupéfaction et demander les remboursements. Alors après, encore une fois, entre professionnels, du coup, c'est plus les circonstances exceptionnelles et inévitables, mais s'il y a force majeure, le professionnel co-contractant doit vous rembourser puisque le contrat est annulé. Certains TO sont mixtes B2C, B2B. Ça veut dire que selon le client, ils devront rembourser au bout de 18 mois B2C et feront ce qu'ils veulent en B2B. Alors, Eric, je comprends que du coup, ça veut dire que le TO applique l'ordonnance à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a émis un avoir à la fois en B2C et en B2B. Parce que si c'est le cas, et s'il se prévaut de l'ordonnance, il doit imposer le régime est le même pour tout le monde. Encore une fois, c'est discutable l'application de l'ordonnance en B2B, mais à partir du moment où le TO décide de l'appliquer et que ce n'est pas contesté, on applique l'ordonnance, c'est-à-dire qu'on applique le délai de l'ordonnance et toutes les dispositions de l'ordonnance. On ne va pas commencer à choisir dans l'ordonnance qu'on applique et qu'on n'applique pas. Si en revanche, votre question, c'est de savoir si le TO a émis un avoir en application de l'ordonnance en B2C, effectivement, là, il rembourse le client au bout de 18 mois, pas de débat. Mais si c'est pas ce qu'il a fait en B2B et qu'il a émis un avoir pas en application de l'ordonnance, ça veut dire que vous êtes en théorie soit d'accord pour cet avoir, qui doit avoir une durée, soit que c'est dans CCGV. Et dans ce cas-là, ça doit avoir une durée aussi. Donc, il ne faut pas non plus oublier que même si vous êtes entre professionnels, il ne faut quand même pas qu'il y ait de déséquilibre significatif. Et un avoir, il doit avoir une durée. On ne peut pas mettre un avoir sans remboursement pour une durée indéterminée, surtout s'il ne vous fait pas de proposition de substitution que vous pouvez accepter ou refuser rapidement. Donc, mais bon, après, c'est vrai qu'entre professionnels, c'est plus de la négociation commerciale. C'est là où c'est délicat parce qu'il y a des rapports de force. Mais s'il applique l'ordonnance, il applique l'ordonnance. Même si c'est discutable, il applique toute l'ordonnance. On ne va pas commencer à choisir ce qu'on applique dans l'ordonnance et ce qu'on n'applique pas dans l'ordonnance en B2B. Ça, c'est pas possible par contre. Corinne, c'est pas gagné avec les compagnies aériennes. Règlement européen CE 261-2004 ne coïncide pas toujours avec les CGV. Je sais. Après, attention à la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que le règlement 261-2004, il prime sur les CGV. Les CGV, c'est du contractuel. Le contractuel, il ne peut pas déroger comme ça à la loi et au règlement européen, qui est une norme qui vient au-dessus dans la hiérarchie des normes, au-dessus du contrat. Surtout que, encore une fois, ce règlement 261-2004, il a vocation à protéger les passagers en leur donnant des droits bien particuliers au niveau européen. Et donc, on ne peut pas y déroger comme ça dans les CGV. Ça prime, le règlement, il prime. Après, là où c'est difficile, c'est quand le vol a eu lieu. C'est-à-dire que le client ne pouvait pas voyager, mais que le vol n'a pas été annulé. Parce que quand le vol est annulé, la compagnie aérienne doit rembourser le billet dans les 7 jours. Là, il n'y a pas trop de débat. En revanche, quand le vol n'a pas été annulé, mais que le client n'a pas pu s'y rendre, c'est là où on va appliquer les CGV, où ça va être plus compliqué. Estelle nous dit, on en revient toujours au même sujet, les compagnies doivent rembourser quand elles annulent leur vol, c'est ça, mais certaines ne le font pas, même un an après.
Bon, bah là, il faut assigner. Et 2 sujets annexes n'ont pas d'assurance en cas de faillite, donc ni les clients ni les agences ne seront remboursés. Par contre, en cas de voyage à forfait, l'agence doit rembourser. Oui. Alors, sur le 1, les compagnies doivent rembourser quand elles annulent leur vol, mais certaines ne le font pas. C'est vrai. Le contentieux passager, c'est un contentieux de masse, très, très massif. Aujourd'hui, il y a des juridictions aux alentours de Paris qui ne font presque que ça, hein. Il y a des audiences dédiées à l'aérien, par exemple à Villejuif, à Aulnay, où ils ont, à chaque fois qu'on est en audience, ils ont 150 dossiers en aérien. C'est pas pour rien. C'est parce que les compagnies ont tendance à prendre au sérieux les réclamations quand il y a une anciennement déclaration au greffe. En tout cas, aujourd'hui, quand il y a une saisine du tribunal de proximité, parce que c'est souvent le tribunal de proximité, donc c'est long et il faut se battre. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent et donc ils n'ont pas forcément intérêt, vu le volume de réclamations, à rembourser tout de suite. Donc, faut vraiment s'acharner. Sujet annexe, donc pas d'assurance en cas de faillite. Oui, bah, en fait, vous, agent de voyage, vous avez des contraintes qui sont parfois très disproportionnées. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'obligation d'immatriculation, avec l'assurance RC Pro qui vous coûte quand même un peu d'argent, la garantie financière aussi, donc une grosse garantie pour les clients. Et effectivement, mais finalement, c'est un argument de poids au moment de la commercialisation et les clients, malheureusement, n'ont pas assez conscience du fait qu'en passant par un professionnel agent de voyage immatriculé, c'est une garantie pour eux et je pense qu'il faut le marteler et communiquer pour que quand le voyage reprendra et il reprendra, le client se tourne vers vous plutôt que d'aller réserver des vols secs ou des prestations sèches sur les sites divers et variés. Mais effectivement, c'est pas juste. Vous n'êtes pas tous soumis aux mêmes contraintes et vous, agent de voyage, vous êtes une profession extrêmement réglementée, avec beaucoup de contraintes, avec une responsabilité de plein droit, même si vous n'avez commis aucune faute, certes avec une action récursoire contre le fautif ou la fautive, mais c'est très très contraignant. Un avoir non remboursable à l'issue d'un délai, ordonnance ou pas, imposé par un fournisseur aérien ou DMC est-il légal ou jamais? Alors, entre professionnels, c'est légal, c'est-à-dire qu'en fait, entre professionnels, c'est de la négo, plus ou moins, hein, parce que vous n'avez pas toujours la possibilité de négocier, j'entends bien. En revanche, un consommateur, là non. Mais si c'est un aérien ou DMC qui vous l'impose à vous, à ce moment-là, on va considérer que si vous êtes tous d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce qu'il n'y a pas de texte qui oblige au remboursement. Et puis, de toutes les manières, vous, professionnels, vous n'êtes pas protégés comme les consommateurs. La différence, c'est que vous voyez, le Code du tourisme, il prévoit que le consommateur, en cas d'annulation, il doit être remboursé, le voyageur, dans un délai de 14 jours. Alors que, bon, entre professionnels, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Et en plus, même s'il y en avait un, parce que, par exemple, s'il y a une annulation en raison de force majeure, à ce moment-là, les parties sont remises dans l'état antérieur, donc comme si le contrat n'avait jamais eu lieu, ce qui veut dire remboursement des sommes. Vous pouvez tout à fait déroger même à la force majeure dans vos contrats, puisque vous êtes entre professionnels. Donc, il faudrait voir si ça crée un déséquilibre significatif, mais honnêtement, c'est possible. Ce n'est pas illégal, en tout cas, entre professionnels, de procéder comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Mais je vois que les compagnies aériennes, ça vous préoccupe pas mal et qu'on a aussi pas mal de problématiques aujourd'hui, TO, DMC et agences. Merci beaucoup. Possible de recevoir les slides? Oui, oui, tout à fait. Moi, je n'ai aucun inconvénient à vous transmettre le PowerPoint. Il est là pour ça. Donc, il vous sera transmis. Je ne sais pas trop comment. On peut, nous, le groupe Solutions peut récupérer et puis on mettra à disposition via Slack. Ouais, parfait. Dans un premier temps, tant que le site n'est pas encore, lancé. Parfait. Oui, de toute manière, le Zoom est enregistré, exactement. Aussi. C'est parfait. Alors, Estelle.
Alors, Estelle, quel recours en justice possible exactement et frais avocats si une compagnie ne rembourse pas? Alors, je ne peux pas vous dire de manière générale, mais nous, au cabinet, voilà comment on procède. Déjà, vous nous envoyez le dossier avec tous les éléments. On regarde s'il y a quelque chose à faire ou pas. C'est-à-dire qu'on va regarder qui a annulé, dans quelles conditions, pour quel motif, les CGV, est-ce que le règlement s'applique ou pas. Et ensuite, on va vous proposer un honoraire forfaitaire. Donc, chez Alchemist, on fonctionne essentiellement au forfait. On a plein de formules, hein. On a des formules d'abonnement, etc. Mais l'idée, c'est un forfait. Et ensuite, c'est saisine de la juridiction compétente. Donc, il faudra voir en fonction des montants. Ce n'est pas la même juridiction qui est compétente selon les montants. Là, vous êtes entre professionnels de toutes les manières. Donc, a priori, ce sera une saisine du tribunal de commerce. Et selon le montant, c'est avec ou sans représentation obligatoire par un avocat. Donc, tout ça aussi, ça se regarde. Donc, si vous avez des questions, de toutes les manières, sachez que chez nous, le premier rendez-vous est gratuit. Donc, l'idée, c'est qu'on vérifie qu'on est en mesure de vous accompagner. On vous explique à quelles conditions, si c'est le cas. Et ensuite, on voit si on y va ou pas. Je vous en prie. Je passe sur notre beau fond bleu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, effectivement, non, ça a l'air. Sinon, on va rendre l'antenne et effectivement, vous avez toutes les informations concernant le cabinet d'avocats Alchemist, hein, qui nous fait l'honneur d'être notre partenaire, d'être le partenaire de Respire. Vous trouverez toutes les coordonnées sur Slack aussi. Et puis dans le slide et également dans les petites fiches outils qui ont commencé à être partagées. Oui, l'infographie, effectivement. Qui était très chouette. Avec grand plaisir. Si on peut aider en ces temps troublés, c'est avec plaisir parce que honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à appréhender. Donc, si vous rajoutez le juridique, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, on est là pour ça. Et ça, c'est bien cool. Merci à toutes et à tous. Bon courage dans la gestion quotidienne de cette crise dont on va sortir. On ne sait pas quand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très vite, à mon avis. Et puis peut-être si, je ne sais pas, Chloé, on pourrait aussi peut-être prochainement faire un petit, comme un petit questionnaire sur les thématiques. Peut-être est-ce qu'un prochain atelier pourrait vous intéresser? Et si oui, sur quelle thématique? Oui. Oui, de manière générale, c'est vrai que ce serait parfait si on avait un petit peu vos centres de préoccupation, qu'est-ce qui juridiquement aujourd'hui vous pose des difficultés. Et comme ça, nous, on prépare un bel atelier, on essaie de répondre à vos questions. Même si vous avez des questions concrètes, hein, c'est-à-dire des cas que vous rencontrez au quotidien, profitez de ma présence pour les poser avec grand plaisir. Ça peut faire partie de vos sujets de réflexion. Et si vous n'avez pas encore des idées là tout de suite maintenant, en tout cas, vous pouvez aussi envoyer vos idées de sujets justement sur l'adresse mail du groupe Solutions. Je répète, Solutions au pluriel, @respire.travel. Comme ça, nous, on fait remonter à Chloé vos sujets et ça permet de monter un atelier, un prochain atelier qui concentre vos préoccupations. C'est parfait. Super. Ben, merci beaucoup à tous. Dans ce cas, on vous libère si vous n'avez plus d'autres questions. Et puis, on vous souhaite bon courage à tous. Merci beaucoup, Chloé. Merci à tous de votre présence. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.